Vendredi, jour où on parle de crime organisé. Cette fois-ci, on parle des membres liés à la mafia montréalaise qui ont plaidé coupables de fraude au palais de justice. Une fraude de type grands-parents, donc qui ciblait des personnes âgées qui se trouvaient aux États-Unis. On en parle avec Vincent Larouche de La Presse. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, on connaît un peu le type de fraude grands-parents, mais comment il opérait, ce réseau-là? Alors, c'est un stratagème qui est assez bien connu, la fraude de type grands-parents ou du type petit-fils, on dit des fois. Mais eux, ce réseau-là l'avait perfectionné. Il y avait un niveau de sophistication qui était vraiment assez inédit dans leur cas. Alors, ils plaçaient les appels à partir de la région de Montréal. Et ça commençait toujours, ils appelaient des personnes âgées à travers les États-Unis. Ils ont appelé dans pratiquement tous les États américains. Ils appelaient ces personnes âgées, ça commençait toujours par bonjour grand-maman, bonjour grand-papa. Et là, il se faisait passer pour le petit-fils de la victime. Et il y avait tout un scénario qui était monté, comme quoi le petit-fils avait été arrêté quelque part aux États-Unis dans un imbroglio avec la police. Il avait besoin d'argent rapidement pour payer sa caution. Il essayait de garder ça confidentiel, ou même la cour lui imposait parfois dans le scénario de garder ça confidentiel. Et rapidement, les personnes âgées étaient amenées à parler à quelqu'un qui se faisait passer soit pour un policier, pour un procureur, un avocat, et on demandait une somme d'argent. On demandait toujours 9 000 $ au début pour une caution, pour libérer le petit-fils. Et ensuite, si on voyait qu'il y avait moyen d'aller chercher plus, on trouvait toutes sortes d'autres prétextes pour soutirer plus d'argent. Et on demandait d'envoyer l'argent en argent comptant dans un colis postal, un colis de service de livraison. Et il y avait des complices à travers les États-Unis qui étaient chargés de ramasser ces colis-là pour que l'argent soit rapatrié au Québec. Bon, l'argent rapatrié. D'ailleurs, hier, la tête dirigeante là, s'appelle David Anthony Di Rienzo. Lui, il semblait pas avoir beaucoup de remords. Là. Il a plaidé coupable, mais c'est pas mal le maximum de remords qu'il a exprimé. C'était une démonstration intéressante, Isabelle. Donc, au Palais de justice de Montréal, hier, ils sont nombreux à avoir plaidé coupable, mais il y en a un seul qui était prêt à recevoir sa sentence. Les autres vont la recevoir plus tard. Mais comme il y avait au moins un du groupe qui était prêt à avoir sa sentence, on a commencé à lire des lettres absolument déchirantes de victimes américaines, des personnes âgées, des octogénaires qui ont perdu des sommes importantes, qui sont retrouvés dans des situations difficiles, incapables de payer pour des soins de santé, pour des affaires essentielles, des vies qui étaient ruinées d'une angoisse, les gens qui osaient plus répondre à la porte, etc. Et M. Di Rienzo, comme c'était seulement son complice, c'était son chauffeur, en fait, et un de ses bras droits qui recevait sa sentence, lui s'est dit, j'ai pas besoin d'écouter ça, s'est levé en plein milieu de la lecture des lettres de victimes, a quitté, et on lui a demandé, ça vous intéresse pas d'entendre ce que les victimes avaient à dire à ce sujet-là? Il a fait signe de la tête, non, ça ne l'intéressait pas. Bon, ça en dit long. Le montant total de la fraude, je pense qu'il est assez difficile à évaluer, mais pourtant, on a ordonné qu'on rembourse des sommes, donc on doit avoir une idée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à retracer toutes les victimes, notamment parce que, bon, il y a une partie des appels et des livraisons qui se sont faites en dehors du contrôle de la police. Ensuite, il y a plusieurs victimes qui n'ont pas voulu collaborer ou qui étaient craintives, qui avaient honte aussi de s'être fait prendre dans un stratagème comme ça. Ils se disaient, je l'ai envoyé d'une certaine façon volontairement, cet argent-là. Mais on a à peu près une somme d'environ 200 000 $ canadiens qui a été saisie par les autorités ici et qui va être redistribuée à des victimes qui ont été identifiées aux États-Unis. Ce qui est très triste, Isabelle, c'est que hier, les procureurs de la Couronne expliquaient on a quand même un défi pour redistribuer cet argent-là, parce que quand on appelle les victimes et on leur dit « Bonjour, c'est la police au Canada, on a de l'argent à vous livrer », les gens pensent qu'ils ont encore affaire à une fraude, ils se sont déjà fait prendre plusieurs fois par le passé, et ils raccrochent et ils refusent même de collaborer. C'est assez terrible, en effet. Ça a été possible, cette opération-là, grâce à un partenariat avec le FBI? Oui, un partenariat assez étroit entre la Sûreté du Québec et le FBI, parce du côté des États-Unis, il y avait vraiment des infractions dans tous les États américains. Donc, les services de police locaux n'arrivaient pas à avoir une vue d'ensemble sur ce réseau-là. Et ça a pris une agence fédérale comme le FBI pour mener l'enquête et vraiment explorer les ramifications du réseau de collecteurs d'argent. Donc, aux États-Unis, c'était les gens qui ramassaient l'argent et le renvoyaient aux têtes dirigeantes à Montréal. Et la Sûreté du Québec, elle, avait l'opportunité d'enquêter ici sur les centres d'appel et toutes ces têtes dirigeantes-là qui mettaient en place les scénarios, qui faisaient les appels, qui personnifiaient soit des policiers, des avocats, tout ça, et qui vraiment récoltaient le gros des sommes ensuite et qui donnaient une part à la mafia montréalaise qui était un peu la protectrice de tout ce groupe et de tout ce stratagème. Il nous reste à peu près 30 secondes, mais est-ce qu'il n'est pas question qu'il soit traduit devant la justice aux États-Unis? Alors, c'est souvent le cas. Ça fait partie du deal? C'est souvent le cas dans ces dossiers-là. Ici, vraiment, le gros de la preuve était à Montréal. Et un élément important, c'est qu'il y a un membre du groupe qui a été assassiné
lors d'une réunion avec ses confrères en 2019 sur la rive sud de Montréal. Et donc, on devait conserver l'enquête et la preuve ici, puisque le meurtre, lui, il est survenu en sol québécois. Ça aurait été compliqué de faire le volet fraude là-bas, le volet meurtre ici. Je comprends. Alors, on continuera de lire les développements dans la presse. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Isabelle. Au revoir.